Un style connu de tous, identifiable au premier coup d'œil. Ce tableau, réalisé il y a presque 100 ans, ne ressemble alors à rien de ce qui n'a jamais été peint. Les Demoiselles d'Avignon, qui date de 1907, va bouleverser à jamais la peinture. Il est considéré aujourd'hui comme le véritable point de départ de l'art moderne. Ce tableau est l'œuvre d'un jeune peintre d'à peine 25 ans, Pablo, un petit immigré espagnol, arrivé à Paris sans le sou quelques années auparavant, parlant à peine français. C'est ce cheminement que nous allons vous raconter. Le parcours de jeunesse d'un surdoué de la peinture. Comment ce jeune homme, arrivant du fin fond d'Espagne, va devenir ce peintre génial, le plus célèbre du monde, une icône du XXe siècle, quand Pablo devient Picasso. Ce 25 octobre 1881, un bébé d'à peine 10 jours est baptisé dans la plus pure tradition catholique, à l'église Santiago el Mayor de Malaga, dans le sud de l'Espagne. Son nom de baptême, Pablo Diego José Francisco de Paula María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad, celui qui se fera connaître sous le nom de Pablo Picasso. Il est le fils aîné de José Ruiz Blasco et de María Picasso y López. La famille Ruiz Picasso appartient à la petite bourgeoisie traditionnelle andalouse de Malaga. Une cité endormie sous le soleil de la côte sud de l'Espagne. Pablo grandit au cœur de la vieille ville, Plaza de la Merced, au numéro 36, dans le très bel appartement familial. Pablo, c'est le fils aîné. Il est au centre de la vie de famille dès son plus jeune âge. Il est choyé par sa mère et admiré par ses deux petites sœurs, Lola et Concepción. La première chose qui marque son entourage, un petit visage avec des yeux noirs énormes qui dévore le visage et qui déjà regarde fixement le spectateur. Donc déjà un petit être sûr de lui au fond, un séducteur aussi qui enjôle son monde de femme. Durant toute son enfance, le petit Pablo grandit dans l'admiration de son père, Don José. C'est un peintre dont il va vouloir suivre le chemin et qu'il voudra même dépasser. On sait que ça va être un modèle capital pour Picasso, d'abord parce que c'est son père qui va... Pendant des heures, il regarde son père peindre ses toiles. Don José s'est spécialisé dans un sujet plutôt étonnant, les pigeons. Ce thème de manger est alors très prisé par les bourgeois de Malaga. Donc, assez naturellement, en observant son père parfaire les plumages de ses... Pour tout autre enfant, le dessin va devenir la passion de sa vie. On le trouve dessinant tout de suite. Les souvenirs de la famille, il dessine. Or, et n'accepte d'aller à l'école qu'à une seule condition, qu'on le laisse dessiner. Il noircit ses cahiers de caricatures et de croquis, comme s'il voulait transformer le monde par ses dessins. Il croque tout ce qu'il voit, ses proches, des gens dans la rue. Tout devient art, en fait, chez Picasso, très très vite. Apparemment, il a vraiment une pulsion, quoi. Il faut tout le temps qu'il y soit, quoi. Donc, il a ce truc, il a le feu sacré, très tôt. Il a le talent et le feu sacré. Pour impressionner la galerie, il est toujours à la recherche de nouveaux défis.
Dessiner un âne d'un seul trait en commençant par la patte, ou encore un chien en terminant par la queue. À partir du moment où quelque chose fascine son regard, même s'il ne sait pas ce qu'il va en faire, mais qu'il pénètre son regard, vraiment quand c'est très fort, il est dedans. Et le monde extérieur n'existe plus à moins qu'on le lui rappelle. Un enfant doué, surdoué, et on voit très bien les qualités premières aussi de son dessin, la grande virtuosité, un trait extrêmement rapide, un don en fait, véritablement un don extraordinaire. Conscient des facilités de son jeune fils pour le dessin et persuadé qu'il peut devenir un grand peintre, Don José va prendre Pablo sous son aile et lui enseigner lui-même les techniques les plus académiques. Don José est un aficionado, un fanatique de la corrida. Il emmène régulièrement Pablo aux arènes municipales. La corrida devient un thème récurrent de ses leçons de peinture. Picasso a été très suivi, motivé, poussé par son père qui sans doute envisageait pour son fils une carrière de peintre académique virtuose. Et donc oui, il y a eu un investissement, il y a eu une attention portée sur sa formation. Dès le plus jeune âge, Pablo dessine des scènes de corrida comme celle-ci, alors qu'il n'a pas encore 10 ans. Son coup de crayon est rapide, dépassant déjà le trait appliqué d'un enfant de cet âge. Pour représenter la foule, il n'hésite pas à schématiser pour se concentrer sur l'essentiel, le combat qui a lieu dans l'arène. Dans l'atelier de son père, Pablo peint sa première peinture à l'huile. Il n'a que 8 ans et demi quand il réalise le petit picador jaune. Le coup de pinceau de Pablo est certes encore incertain, mais sa vision, elle, dénote une précocité étonnante. Ce qui chez lui est stupéfiant, c'est qu'enfin, il se pose déjà des problèmes picturaux qui sont à son âge. Vous n'avez qu'à regarder l'architecture, les interrogations sur les visages, etc. Enfant, il se pose des problèmes devant ce qu'il peint qu'aucun enfant ne se poserait. Le bon professeur, il dirait ça. Alors, je ne sais pas si le père avait ce type de réaction, de dire, bon, faut encore travailler, Coco, mais tu as du tempérament, là, il y a un peintre, quoi. Don José juge la technique de son jeune élève très prometteuse. Mais a-t-il conscience que sa précocité n'est pas qu'affaire de technique? A-t-il remarqué que Pablo a une perception très personnelle du monde qui l'entoure? Pablo a 9 ans. Il n'est encore qu'un très jeune enfant. Mais souvent, il part seul pour des longues promenades à travers Malaga. Elle le mène toujours au vieux château de Gibralfaro, qui domine la ville. Ici, il découvre un monde très éloigné de la petite société bourgeoise à laquelle il appartient. Le monde des gitans. Très vite, ce qu'il voit, c'est quand même le monde gitan. Ça l'accroche et ça va l'intéresser très vite. Je pense que c'est la première fois qu'il voit un autre monde qui est un monde, je dirais entre guillemets, sauvage. Hein. Les gitans, ce sont les pauvres, les exclus, les marginaux. Ceux qu'il voit mendier devant la cathédrale de Malaga. Les gitans, c'est quand même les autres qui sont pas fréquentables, mais qui sont fascinants parce que c'est la musique, parce que c'est tout un pan du passé de l'Espagne qui est à la fois refusé et terriblement présent et fascinant. C'est un autre monde. Hein. C'est ça qu'on va voir tout le temps avec Picasso, hein, dans la vie de Picasso. C'est-à-dire que y a un ailleurs, il y a un ailleurs. Un ailleurs, un monde bien loin de l'univers bourgeois et académique de son père. Un monde peuplé de figures symboliques qui, plus tard, habiteront sa peinture.
L'affranchissement de Pablo va s'accélérer lorsque la famille Ruiz Picasso va devoir quitter précipitamment Malaga. Don José gagne très mal sa vie de peintre. Alors, en 1891, les problèmes financiers le poussent à prendre un poste de professeur de dessin, mieux rémunéré à l'autre bout de l'Espagne, tout au nord, à La Corogne. Pablo a 10 ans quand il arrive avec sa famille dans cette ville austère de la côte atlantique. Le dépaysement est brutal. La Corogne, c'est une ville de Galice qui est très pluvieuse, avec un habitat très resserré. C'est véritablement une atmosphère beaucoup plus fermée. Imaginez que vous vivez à Marseille et que vous partez à Mulhouse. Il change de monde, il change un peu de culture, d'espace, de paysage. Donc c'est plutôt des années qui sont associées dans la vie du père de Picasso et même de l'adolescent qu'il était à une forme de mélancolie. À La Corogne, sur cette nouvelle terre sans soleil, sans corrida, sans amis, Don José déprime et passe la majeure partie de ses journées à regarder tomber la pluie. Pablo assiste impuissant à l'effondrement psychologique de son modèle. Alors pour fuir ce spectacle, il se réfugie dans le dessin. Contrairement à Don José, Pablo est plutôt stimulé par cet autre visage de l'Espagne, par ses paysages grandioses, cette côte sauvage. Pendant ces années passées à La Corogne, la production de Pablo est remarquable, abondante et variée. Pablo a 11 ans lorsqu'il réalise ses dessins de pigeons. Ses progrès sont tels qu'ils peuvent être facilement confondus avec ceux que peint Don José. L'élève tutoie le maître. Le pigeon, c'est par l'exécution de cette figure que Pablo va sans le vouloir faire vaciller son père. La passation des pouvoirs entre père et fils n'est qu'une question de temps, elle a lieu 3 ans plus tard. Un soir, Don José demande à Pablo d'achever une de ses peintures de pigeons. Pablo a 14 ans. Comme à son habitude, Pablo s'exécute avec une rapidité incroyable et sa main ne tremble pas. Don José est stupéfait par l'indiscutable maîtrise de son fils. Mais il prend également conscience que sa propre vie de peintre est un échec. Il sait maintenant qu'il ne fera jamais partie des milieux artistiques espagnols qui comptent. Alors, dans un geste solennel, il remet à Pablo sa palette, ses couleurs, ses pinceaux. Il lui a transmis d'une certaine façon la peinture et peut-être en se disant que le fils allait réussir ce que lui n'avait pas réussi. Donc je pense que là, il lui transmet cela. Alors, soit avec le geste de la transmission d'une palette, dire bon écoute, t'es trop bon, moi j'arrête, soit simplement en lui disant bah écoute, vas-y toi tu peux y aller. Tu as 14 ans, tu peux te consacrer à la peinture. Grâce à un coup du destin, Don José va rapidement relever la tête. Il décroche enfin le poste qu'il attendait depuis longtemps, celui de professeur de dessin dans la grande école des beaux-arts de Barcelone. Ragaillardi par cette heureuse nouvelle, Don José n'aura plus qu'une seule préoccupation, aider son fils à devenir un grand peintre académique. Et il va tout faire pour cela. Au mois d'avril 1895, toute la famille Ruiz Picasso s'installe à Barcelone, la grande ville de Catalogne. Don José fait immédiatement inscrire Pablo dans la prestigieuse école de peinture où il enseigne lui-même. Ainsi, il peut suivre de très près la scolarité de son fils et le pousse sans cesse à se surpasser. Pablo a tout juste 14 ans quand il assiste à son premier cours de dessin. Il est le plus jeune de la classe. Ses camarades ont en moyenne 5 ou 6 ans de plus que lui. Et pourtant, il est le plus doué. Il est, malgré sa jeunesse, celui qui domine tous les autres d'entrée de jeu, respecté aussi pour ça, respecté aussi pour sa façon déjà d'avaler tous les styles, les maîtres du passé, de les cannibaliser, dirait-on aujourd'hui, pour les transformer en œuvres de Picasso. Les progrès de Pablo sont tellement fulgurants qu'à la fin de sa première année, il n'a plus rien à apprendre dans les études d'atelier. Pour Don José, il n'y a pas de temps à perdre. Pour se faire connaître,
Pablo doit maintenant présenter une œuvre ambitieuse dans un de ces salons où exposent les peintres qui comptent en Espagne. Il faut que tu fasses quand même un vrai tableau de salon, quoi. Donc une scène, figure, un truc posé, un truc sérieux, et il faut un sujet. En 1896, son premier tableau officiel voit le jour. C'est une toile immense, un véritable tour de force pour un si jeune garçon. Le père et le fils ont choisi le sujet ensemble, la première communion. Pablo a tout juste 15 ans lorsqu'il signe cette première œuvre, Pablo Ruiz Picasso, du nom de son père et de sa mère. On reconnaît le père avec sa barbe rousse, son air austère, mélancolique, introverti. Dans toutes les premières grandes compositions, il est présent. Dans les dessins aussi du jeune Picasso, on voit constamment la figure du père, qui de peintre est devenu modèle de son propre fils. Donc c'est un peu ambigu. En tout cas, son père, le modèle, trouve ce premier essai de peinture de salon à son goût. En juillet 1896, Pablo revient en héros à Malaga. La famille Ruiz Picasso au grand complet, parents, oncles, parrains, cousins et cousines, est maintenant rassemblée pour soutenir son jeune peintre prodige. Pablo n'a jamais été aussi fier, et son estime va être décuplée, parce qu'il va vivre ce qu'aucun apprenti peintre n'a encore jamais connu en Espagne. En 1897, pour couronner la qualité extraordinaire de ses travaux académiques, Pablo reçoit à 15 ans seulement une médaille d'honneur à l'Exposition nationale des beaux-arts. C'est un tour de force, puis ça n'existe pas, un gosse de 15 ans qui expose dans ce genre de salon, ce genre de tableau. Ce qui est formidable, c'est qu'il est reconnu par les autres peintres, comme ça. Les peintres académiques espagnols reconnaissent le jeune Pablo comme l'un des leurs. Il est arrivé à un niveau qu'ils ont de leur côté atteint après plusieurs décennies d'efforts. Un prodige, comme on en voit un par siècle. Pour Don José, la carrière de son fils est déjà assurée. Il sait tout faire en dessin et en peinture. Donc il peut faire la grande peinture religieuse, il peut faire les grands portraits, et pourquoi pas aller peindre le roi et faire son Velázquez et son Goya, et avoir ensuite ses tableaux au Prado et être le grand peintre de cour. Pourquoi pas? Il a ça dans les mains. Mais Don José est loin d'imaginer que son fils est déjà lassé par cette peinture académique. À 16 ans, et dans l'incompréhension générale, Pablo veut s'en émanciper, trouver une autre voie plus excitante. Pour un jeune artiste doué, mais en même temps curieux et intelligent, il paraissait évident qu'il n'allait pas rester et s'ancrer dans l'académisme. Il est parti sans doute également pour mettre un peu de distance avec son père, dont le poids devait être un peu pesant, enfin un peu trop fort sur un jeune artiste qui a besoin de trouver sa propre voie. Ce peintre-là avait une technique académique que personne d'autre n'avait. Et ce qu'il a décidé justement, c'est de désapprendre. Et je pense que c'est ça qui est justement intéressant chez Picasso, c'est qu'il y a toujours ce double mouvement, apprentissage, désapprentissage. Pablo, encore adolescent, tourne définitivement la page de l'académisme. Il veut trouver une autre peinture. Un grand artiste est en gestation. Pablo a alors 18 ans quand il vit à Barcelone, maintenant libéré de la tutelle paternelle, mais sans le sou, car Don José lui a coupé les vivres. Il traîne avec une bande d'amis, d'anciens étudiants des beaux-arts comme lui. Parmi eux, Carlos Casagemas, c'est la figure romantique du groupe, son meilleur ami. Les jeunes artistes sont des révoltés. Il leur faut répudier tout ce qu'ils ont appris et tout ce qui les a construits. Les valeurs familiales, l'enseignement des beaux-arts. Avec ses amis, Pablo cherche une nouvelle voie pour sa peinture. C'est quand même un chercheur, c'est quelqu'un qui tente d'inventer un nouveau langage, qui est très curieux de tout et qui voit ce qui se passe autour de lui. Il est complètement immergé dans la vie de bohème
de Barcelone. Vous savez qu'on avait surnommé la cité des merveilles à cette époque à cause de cette effervescence, fin de siècle, cette culture moderniste. Barcelone, en cette fin du 19e siècle, est une ville en pleine ébullition intellectuelle et artistique. Le soir, la petite bande part dans d'interminables virées à travers le très remuant barrio chino pour écumer les bars à la mode, mais aussi les bordels de la rue d'Avignon, Avignon en catalan. Don José est affligé par le comportement de Pablo. Il dit voilà, mon fils, il a dans les mains de quoi faire une belle carrière de peintre. Il peut devenir le grand peintre classique de sa génération. Et puis, il va se perdre sans un rond dans la bohème de Barcelone, où on voit des peintres sympathiques, intéressants, mais qui tirent le diable par la queue. En fait, avec ses nouveaux amis, Pablo est en train d'ouvrir les yeux sur son époque, attiré par sa modernité. La joyeuse bande finit souvent ses virées nocturnes au cabaret El Quatre Gats, le rendez-vous de l'avant-garde artistique barcelonaise. Donc c'est une taverne où on peut se retrouver, où on mange et on boit pour quelques sous. Et c'est un lieu, c'est aussi une sorte de cercle intellectuel où on échange des idées. Ici, Pablo rencontre un monde d'artistes d'avant-garde, comme le dessinateur Richard Appisso, qui le dessine entouré de ses amis. Ce sont des peintres modernes qui ont les yeux tournés vers Paris, alors le centre mondial de l'art. À leur contact, Pablo va complètement changer son regard sur la peinture. Ses copains nous ont fait comprendre qu'il se passait autre chose, en peinture, que la peinture était en train de changer à Paris et à Munich et que ce que faisait Toulouse-Lautrec, c'était autre chose, c'était beaucoup plus intéressant que ce qu'on lui apprenait à faire et qu'il n'allait pas faire des premières communions et des sciences et charités toute sa vie. C'est maintenant une évidence pour Pablo. Si la peinture moderne se fait à Paris, il faut aller à Paris. Au mois d'octobre 1900, accompagné de son ami Carlos Casagemas, Pablo quitte Barcelone pour gagner la ville lumière. Ce jour-là, il tourne définitivement le dos à ceux que son père, cet homme du 19e siècle, voulait faire de lui. Don José n'y peut rien, mais en entrant dans le 20e siècle et sa modernité, Pablo brise le dernier lien qui les reliait. Pablo Ruiz Picasso arrive à Paris le jour de ses 19 ans. L'ambiance qu'il découvre dans la capitale française est proprement indescriptible. La ville lumière est envahie par 50 millions de visiteurs venus du monde entier. C'est la folie dans Paris parce que c'est l'expo universelle de 1900 et qui est quelque chose qu'on a du mal à se figurer aujourd'hui parce que tout Paris est reconstruit. Pour accueillir la foule, la toute première ligne de métro vient d'être inaugurée. Il y a aussi un tapis roulant qui emporte les visiteurs le long de la Seine, dont les berges ont été réaménagées avec des centaines de pavillons aux couleurs de chaque pays. Et donc c'est comme une sorte de parc d'attractions géant. Donc il arrive et il est complètement sidéré. Pablo et son ami Casagemas en ont plein les yeux. S'il est un peintre reconnu en Espagne, le jeune Pablo Ruiz Picasso est un parfait inconnu dans la capitale des arts. Il ne parle pas un mot de français et aura beaucoup de mal à l'apprendre. Mais Pablo n'est pas intimidé pour autant car il est venu ici pour dévorer la peinture des grands maîtres français dont on lui a tant parlé à Barcelone. Quand on vient à Paris et qu'on est artiste à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est pour réussir, pour être justement reconnu et parce que c'est vraiment le cœur même de ce qui se fait de mieux. Une des grandes attractions de cette exposition universelle, c'est le Grand Palais. Inauguré pour l'occasion, il s'y tient une immense exposition qui retrace 100 ans d'art français. Et tous les grands maîtres sont là, Rodin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Renoir, Van Gogh.
Pablo est bouleversé à la vue de cette exposition de couleurs vives, car il ne connaissait ses chefs-d'œuvre que par de mauvaises reproductions en noir et blanc. Même s'il vénère tous ces grands artistes, il n'a maintenant qu'une seule idée en tête, se mesurer à eux. Il est convaincu que lui, Pablo Ruiz Picasso, peut faire mieux. C'est un type qui a une volonté de faire. Une volonté de faire, une ambition très grande et une confiance en lui totale de ce qu'il va faire. Il a une ambition débordante de devenir le plus grand artiste de tous les temps. Et donc, il va, avec la mémoire visuelle extraordinaire qu'il avait, sa virtuosité aussi extraordinaire, sa capacité à attraper tous les styles, ça va être une leçon formidable pour lui, et on sait ce qu'il va en faire, puisque très vite, sa carrière, son œuvre, aussi bien peinte que sculptée, va en être transformée. Pour conquérir Paris, Pablo a repéré le lieu où il faut prendre ses quartiers, Montmartre. C'est le repère des peintres et de la bohème artistique. Avec son ami Casagemas, il s'installe au 49 rue Gabriel, dans un atelier où ils rejoignent une petite communauté de peintres catalans désargentés. À peine arrivé, Pablo tape dans l'œil de Pedro Magnac. C'est le marchand d'art qui s'occupe de vendre la production des artistes catalans de Montmartre. Magnac remarque tout de suite la maîtrise dont fait preuve le jeune peintre. Il pense qu'il peut vendre sa peinture facilement. Contre une rente de 150 francs par mois, le salaire d'un ouvrier, Pablo doit lui fournir des tableaux à la demande. Une chance inespérée pour ce jeune peintre ambitieux, qui, à peine débarqué dans la capitale, peut déjà vivre de son art. Pablo peut alors s'enivrer du grand esprit de fête et de libertinage qui règne dans la capitale. Avec son ami Casagemas, il passe ses soirées dans les cafés et les cabarets du boulevard de Clichy ou au bal du Moulin de la Galette sur la Butte. Dans cette ambiance de fête, il rencontre les filles de Montmartre, ces filles faciles, très libérées, des danseuses, des serveuses, tantôt modèles, mais plus souvent amantes des artistes bohèmes. Il connaît rien, ni de l'amour, ni des femmes, surtout il n'a jamais vu par exemple des gens qui s'embrassent dans la rue. Ils sont complètement fous quoi, de pouvoir avoir une maîtresse aussi facilement, que la vie soit si facile, qu'elle coûte pas cher. Ils vont vivre de peinture et une sorte d'orgie idéale. Pablo et Casagemas n'ont pas encore 20 ans quand ils se jettent à corps perdu dans cette vie de plaisir où tout semble possible, mais sans en mesurer les risques. Casagemas se prend d'une violente passion pour la belle Germaine Gargalo. C'est une blanchisseuse qui pose elle aussi pour les peintres du quartier. Le jeune artiste romantique dessine amoureusement la muse qui occupe toutes ses pensées. Mais le jeune couple se déchire, les scènes de ménage deviennent quotidiennes et Pablo voit, peu à peu, son ami sombrer dans l'alcool. Casagemas avait une relation aux femmes qui était difficile et compliquée, à fleur de peau. En fait, il ne pouvait pas avoir de rapport sexuel avec cette femme. Donc cette femme le considérait comme une espèce de moins que rien. Et lui, mort de honte, pouvait en parler à personne. Casagemas ne s'en rend pas compte, mais Germaine est irrésistiblement attirée par Pablo. C'est un séducteur qui n'est pas non plus, qui a une certaine autonomie et qui a un rapport plus dominant aux femmes. Et Germaine va aller vers Picasso. Donc il va y avoir une sorte d'infidélité, je dirais, de la part de Germaine, mais également de la part de Picasso vis-à-vis de son ami. Et cette, je dirais, cette sorte de trio amoureux qui aurait pu être juste une pièce de boulevard, en fait, a fini tragiquement. Dans la soirée du 17 février 1901, Casagemas, défait, convie toute sa bande d'amis à un dîner dans une brasserie près de la place de Clichy. Picasso est absent, il est parti visiter des amis à Barcelone. Donc là, il sort de sa poche un revolver et il dit puisque Germaine ne veut pas de moi, et ben la vie ne vaut rien. Alors Casagemas se lève de table et se tire une balle dans la tête devant Germaine et toute l'assemblée. Pablo apprend la nouvelle à son retour d'Espagne.
Bizarrement, il n'a pas l'air concerné. Et puis d'ailleurs, au même moment, son agent Pedro Magnac lui annonce une nouvelle incroyable. Il vient de lui décrocher une exposition chez Ambroise Vollard, le grand galeriste de Renoir et Cézanne. Pablo n'est absolument pas préparé à un tel événement, alors il se jette à corps perdu dans le travail. En un mois seulement, il va fournir une 60aine de toiles. On a la plus grande partie de ces toiles-là qui sont pour le coup hyper inspirées de Lautrec, qui n'ont pas une grande originalité et qui fait à la chaîne. Le 25 juin 1901, la galerie Ambroise Vollard, rue Laffitte dans le 9e arrondissement, propose la première exposition des œuvres de Pablo, un jeune peintre espagnol de 19 ans, encore inconnu du public. L'autoportrait du jeune peintre accueille fièrement les visiteurs. La peinture de Pablo a complètement changé. Elle est devenue solaire, éblouissante par sa facture, et les influences sont multiples. Toulouse-Lautrec, mais aussi Van Gogh. L'autoportrait est intitulé « Yo Picasso, moi Picasso ». À partir de ce jour, Ruiz, le nom de son père n'apparaît plus. Désormais, il s'est trouvé une signature. Picasso sera son nom d'artiste. Il signe Picasso, le nom de sa mère. Et c'est en même temps son évasion, la conscience de sa personnalité. Moi, Picasso, ça en dit long quand même sur une sorte d'ego triomphant. Il se retourne vers nous, vers le spectateur, dans une espèce de pose de défi. Ça veut dire que moi, Picasso, je sais ce que je vaux finalement. C'est vraiment envoyer un coup de poing par la peinture. L'exposition est un succès. Il vend plusieurs tableaux, mais surtout la presse lui consacre ses premiers articles, dans lesquels Pablo est surnommé le Petit Goya. Pour célébrer cette entrée triomphale sur la scène parisienne, Pablo pose fièrement pour la photo, en costume de velours, au milieu de sa petite cour. Il n'a jamais paru aussi triomphant et sûr de lui. Mais pourtant, ce personnage va bientôt se fissurer. Six mois plus tard, à l'automne 1901, une fois l'enthousiasme de l'exposition Vollard retombé, la figure de Casagemas revient hanter Pablo. L'image de son ami mort s'impose à lui avec insistance et prend une dimension qui frôle l'obsession. Tout d'un coup, il a une image de son ami mort qui ressurgit et il se met à le peindre. Pablo vient d'avoir 20 ans quand il peint son ami sur son lit de mort avec l'impact de la balle dans la tempe. C'est sans doute une des œuvres les plus personnelles et inclassables de Pablo Picasso. Il gardera cette toile pour lui et ne révélera son existence que 50 ans plus tard. La peinture de mort peut être clinique. C'est un cadavre, tandis que là, c'est le deuil de son ami. C'est intime. Oui, c'est pas un mort, c'est Casagemas mort, mon ami mort. Pablo est rongé par la culpabilité. Il rompt définitivement avec Germaine. Cette mort de Casagemas qui sera un des fils conducteurs de la peinture de Picasso jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la présence de la mort est quand même est fondamentale dans son œuvre. Et je dirais le sentiment de la mort mêlé au désir amoureux, mêlé à la sexualité. On a l'impression que les choses se nouent à ce moment-là. C'est là où il va y avoir vraiment une rupture. Donc Picasso, il a 20 ans maintenant. Et il va arrêter totalement la peinture facile et il va se mettre à faire une peinture hantée par la mort. Fini le feu d'artifice des couleurs. La peinture de Pablo devient bleue, seulement bleue. À travers ce voile, le bleu de la mélancolie,
Pablo regarde maintenant l'envers du décor de la Belle Époque, les coulisses de Paris, la cité des plaisirs qui a englouti Casagemas. Une lumière bleue crépusculaire se répand sur les êtres et sur les choses. Les rues tortueuses, les façades lépreuses des maisons grises. Pour Pablo, la peinture ne doit plus s'attarder sur le pittoresque ou l'anecdotique, mais doit chercher la vérité de la nature humaine. La peinture, dorénavant, est là, sur les visages des miséreux, des mendiants, ces êtres déchus dont l'avenir paraît sans espoir. C'est une période anti-commerciale dans laquelle Picasso va s'enfermer pendant plus de 3 ans sans réussir à vendre. Il vend quelques toiles, mais très peu. Le marchand Pedro Magnac est déconcerté par l'évolution de son poulain. Cette obsession du bleu le rebute. Ses amis catalans sont également inquiets de voir qu'il s'obstine dans cette peinture lugubre et invendable. Tout d'un coup, tout le monde se détourne de lui. C'est-à-dire que Magnac lui dit « mais ça va pas, mais qu'est-ce qui te prend ciao ». Donc il n'a plus de marchand et donc plus aucun moyen de vivre. Il y a quand même des moments où on sait à Paris qu'il n'a pas de quoi se nourrir. Enfin, il y a une anecdote, on raconte qu'à un moment, il serait allé piquer un morceau de pain dans l'atelier d'un copain. Enfin, bon, c'est quand même une vie de bohème très, très, très dure. Donc je pense qu'il a un moment, là, de flottement très difficile. Est-ce qu'il faut rentrer à Barcelone de temps en temps pour se faire un peu nourrir par la famille, essayer de faire... Bon, est-ce que j'insiste à Paris ou non? Qu'est-ce que je vais faire? À 21 ans, sans ressources, Pablo est obligé de retourner à Barcelone vivre au crochet de sa famille. Un échec pour son père. Don José estime que son fils mène une existence de fainéant, d'inutile. Et avec la peinture qu'il fait, il n'a aucune chance de gagner sa vie. Pablo, lui, est complètement perdu. Il cherche sa peinture. Entre 20 ans et 24 ans, c'est normal. Il y en a beaucoup, c'est entre 40 et 45 qui sont encore en train de se dépeindre, même des grands peintres et tout. Il y a une certaine naïveté d'enfant qui a grandi trop vite aussi, d'une certaine façon. Pablo s'interroge sur ce qu'il est, sur le sens de son existence. C'est dans une grande peinture qu'il va trouver les premiers éléments de réponse. En 1903, dans un petit atelier qu'il loue à Barcelone, Pablo peint la vie. Il a 22 ans. Dans cette composition allégorique et très morale, Pablo revient sur le drame qui l'a tant bouleversé. Il remet Germaine dans les bras de Casagemas et représente en face l'enfant qu'ils auraient pu avoir ensemble. C'est une sorte de transfiguration de ce que serait donc une projection d'un couple avec un enfant. C'est une sorte de fantasme de ce qu'aurait dû être la vie de Casagemas. On peut y voir une certaine forme de culpabilité, mais aussi une forme d'amour pour ce compagnon, une sorte de regret infini devant cette vie qui a été, qui s'est finie dramatiquement. En achevant cette composition, Pablo peut refermer le chapitre le plus sombre de sa vie. Il laisse ainsi derrière lui ses années de doute et peut relancer sa carrière. Il veut montrer à tous de quoi il est capable. Alors, au mois d'avril 1904, Pablo Picasso se réinstalle définitivement à Paris. Il est alors âgé de 22 ans. Dans 3 ans seulement, il va révolutionner la peinture en réalisant une œuvre qui fera de lui le peintre le plus important de sa génération. La révolution Picasso va démarrer. Pablo Picasso se réinstalle au cœur de Montmartre, dans un lieu qui est une véritable institution artistique, le bateau Lavoir. Le bateau Lavoir, c'est une ancienne manufacture de pianos qui a été baptisée
bateau lavoir parce qu'il ressemblait à ces bateaux à fond plat sur lesquels les lavandières lavaient le linge. Fait de planches de bois qui étaient glacées l'hiver, très très chaud l'été, mais qui coûtaient rien. Pablo Picasso s'installe dans l'un des ateliers de ce bâtiment délabré. Il y côtoie 15 autres artistes, pour la plupart des Catalans, qui cherchent comme lui à se faire un nom dans la peinture. Dans cet univers de misère, Pablo Picasso va pourtant vivre la période la plus heureuse et féconde de sa jeunesse. Ici, un jour il croise un regard. Elle s'appelle Fernande Olivier. Elle est modèle professionnelle. Elle a 22 ans comme lui. Dès le premier regard qu'il jette sur Fernande, tombe fou amoureux en fait. Et il va lui faire une cour inlassable qui sera couronnée de succès un jour d'orage. Ce soir-là, Fernande court à toute vitesse s'abriter dans le bateau lavoir. Pablo est là, qui l'attend derrière la porte. Elle est là, toute trempée et tout, et qui lui dit « Tu vas venir voir mon atelier ». Et là, elle a un choc. Fernande a l'habitude des ateliers d'artistes, mais celui de Pablo ne ressemble à aucun autre. Un bordel, un foutoir d'enfer. Il y a un poêle, des toiles partout par terre. Il y a du charbon en fait qui est complètement fossilisé à côté, une espèce de pile de charbon. Il y a des mégots par terre, des bouts de journaux, des boîtes de sardines. Enfin, c'est pas très propre en fait. Dans cet incroyable bazar, Fernande va vivre plusieurs années avec Pablo. À son contact, sa peinture se transforme, les couleurs chaudes reviennent sur la toile. Autour du jeune couple bohème se forme un cercle d'amis. Parmi eux, le poète Mac Jacob, un personnage de Montmartre. Il lui apprend le français en lui faisant la lecture des poèmes de Paul Verlaine. Le poète et critique d'art Guillaume Apollinaire, soutien infaillible de Picasso, fait lui aussi de fréquentes visites à l'atelier. Vous avez à la fois un foisonnement d'amitié et en même temps un foisonnement artistique. Ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. C'est-à-dire la force de tout cela, c'est qu'ils savent que ce sont des grands génies. Ils savent qu'ils vont bouleverser le monde. Ça leur permet d'accepter la misère quotidienne qui est la leur. Mais au mois de novembre 1905, c'est la Providence qui passe la porte du misérable atelier du bateau lavoir. Elle a 30 ans. Elle s'appelle Gertrude Stein. C'est une Américaine, héritière d'une famille très fortunée. Avec son frère Léo, elle est en train de constituer la plus importante collection de peintures avant-gardistes. Quelques jours plus tôt, chez un marchand, Gertrude s'est arrêtée devant une toile de Pablo. Séduite, cette grande bourgeoise de la rive gauche est venue jusqu'au bateau lavoir, un improviste, pour lui acheter une dizaine d'œuvres pour une valeur de 800 francs. Une petite fortune pour Pablo. La rencontre avec Gertrude et Léo Stein va complètement changer la vie matérielle de Picasso, parce qu'après les avoir rencontrés, il n'aura plus jamais aucun problème financier. Pablo est saisi, dérouté par la force que dégage ce personnage hors norme qui vient d'entrer dans sa vie. Elle, c'est une grosse nana, elle est homosexuelle, elle ne s'en cache absolument pas. Elle a des sandales de mec, elle est assez imposante. Pablo, guidé par son ambition, sait qu'il se trouve face à la personne qui peut changer sa vie. Une opportunité qu'il ne veut pas rater. Il propose alors à Gertrude Stein de réaliser son portrait. Elle accepte. Tous les jours, Gertrude Stein quitte ses beaux quartiers, traverse Paris pour venir prendre la pause au bateau lavoir. Pour la première fois de sa vie, Pablo est très déstabilisé par son modèle et il ne trouve pas la solution pour représenter son visage malgré les longues et répétitives séances de pose. Ce défi
que posait ce visage, peu à peu est devenu une sorte de point de fixation. Il ne peut pas représenter cette femme comme il a peint les autres femmes. Il n'est pas là face à une amoureuse, il n'est pas là face à un modèle féminin classique. Son homosexualité, qui pour lui, qui est un dévorateur de femmes, devait apparaître comme une énigme. Comment peindre ce visage si singulier? Pablo cherche l'inspiration dans les paradis artificiels. Une nuit, il fait un rêve opiacé très troublant. Un rêve qui sonne comme le point de départ d'une révolution. Picasso, une nuit d'opium, dans un délire, va dire je suis totalement fini, on a inventé la photographie. Mais en fait, c'est le début d'une grande réflexion qu'ont tous les peintres contemporains à cette époque. La photographie, elle peint le détail. Donc le peintre, il n'a plus à peindre ni le détail, ni surtout l'instant. Le naturalisme ne pouvait pas exprimer l'intelligence et l'acuité, je dirais, de l'expression du visage de Gertrude Stein. Il lui fallait inventer une autre manière de peindre. Voilà, c'est ça, vraiment cette conscience-là qui va faire naître la modernité. C'est-à-dire il faut faire autre chose. Pablo a 24 ans quand il prend la décision de repartir à zéro, de refonder sa peinture. Le 11 mai 1906, il laisse le portrait de Gertrude Stein inachevé, sans visage, et part avec Fernande en Espagne. Il l'emmène à Gozol, un petit village perdu dans les montagnes de l'arrière-pays catalan qu'un ami lui a conseillé. C'est ici, au milieu de cette nature brute, dans ce monde paysan archaïque, que Pablo va se ressourcer et retrouver l'inspiration. Pablo part seul pour de longues marches à travers cette nature aride. La terre qui effleure du sol pierreux est de couleur ocre. Cet ocre, d'ailleurs, va entrer durablement dans sa palette de couleurs. Puis il voit des gens et il est bien. Il est bien avec les paysans, il est bien avec les bûcherons, des gens très physiques, très réels dans la nature. Mais c'est une nature qui est profonde, qui est ancienne, qui est liée à l'histoire, à l'archaïque, au mythe. La véritable découverte, celle qui influence sa peinture, Pablo l'a fait par accident en entrant dans l'église de Gozol. Il y remarque une petite statuette archaïque du XIIe siècle, installée à gauche dans une alcôve. Une vierge à l'enfant, la Vierge de Gozol. Pablo est bouleversé par la pureté de son visage, mais surtout par le magnétisme de ce regard vide, si simple, et pourtant qui semble figé dans une éternité. Dans cet étrange masque énigmatique, Pablo a trouvé une nouvelle voie pour sa peinture. À l'automne 1906, de retour au bateau Lavoir, Pablo termine sa toile, le portrait de Gertrude Stein, mais sans elle. Sous ses coups de pinceau, le visage de Gertrude prend un aspect géométrique. Il est ramené à une épure, celle d'un masque presque impersonnel. Le regard est absent, sans émotion. Pablo présente ce portrait si énigmatique à son modèle, Gertrude Stein. Elle dit mais ce portrait ne me ressemble pas tellement. Elle en est contente, mais bon, elle mesure qu'il y a quand même une représentation un peu distanciée de son visage. Picasso va dire tu vas finir par ressembler à ce tableau. Et sous-entendu, si tu réussis ta mission qui est d'être la papesse de l'art moderne, tu vas finir par ressembler à ce tableau. Et c'est absolument juste. C'est-à-dire que le portrait de Gertrude Stein est devenu, comment dire, l'effigie éternelle de cet écrivain. En peignant cette icône de cette manière, Pablo Picasso a inventé une nouvelle manière d'appréhender le portrait en peinture, affranchi d'un réalisme laissé à la photographie. Gertrude Stein l'a très vite compris et l'accroche au mur de son salon comme une pièce majeure de sa collection. Pablo Picasso a à peine 25 ans. Sa peinture côtoie maintenant les grands maîtres, Renoir, Degas, Manet, Cézanne, et aussi un certain
Henri Matisse. Grâce à cette collection unique, les Stein font de leur salon le lieu le plus couru du tout Paris. Tous les samedis soirs, ils accueillaient les artistes, les écrivains qui étaient recommandés. Donc il suffisait d'être recommandé par quelqu'un pour pouvoir être introduit dans le salon de la rue de Fleurus. C'est dans ce lieu mythique que va avoir lieu la rencontre entre le jeune peintre ambitieux Picasso et le maître de l'avant-garde Matisse. Une confrontation de deux conceptions de la peinture. Matisse, bourgeois installé alors âgé de 37 ans, pense que l'art est une affaire d'harmonie, de poésie. À l'inverse, pour le jeune bohème Picasso, la toile doit être un choc pour celui qui la regarde. À partir du moment où le face-à-face Picasso-Matisse s'installe, vous avez les deux monstres face-à-face, et c'est parti pour un demi-siècle. Matisse est la star de la soirée, celui que l'on appelle maître. Léo, le frère de Gertrude, vient d'acquérir son dernier chef-d'œuvre, Le bonheur de vivre, une toile monumentale très colorée qui défend sa vision harmonieuse. Matisse, très sûr de son art, n'hésite pas à faire la leçon au jeune Picasso, le prenant de haut. Il faut imaginer que vous avez un Matisse qui est déjà plus âgé que Picasso et qui manie avec beaucoup de dextérité la parole. Donc c'est quelqu'un qui pense, qui est un intellectuel de la peinture et qui, comme avec Léo Stein, les deux vont étourdir Picasso de théories sur la peinture. Ce tableau a révolutionné la peinture, mais pas pour Picasso. Picasso a dit on pense que Matisse est le premier des modernes, pas du tout. Matisse est le dernier des classiques. Sous-entendu, le premier des modernes, c'est moi. Picasso est fou furieux. Il va s'en prendre à Matisse, vouloir le défier. C'est là qu'il sort dans ce truc en disant « Eh bien moi, je pense que la peinture c'est l'inverse total de ce que fait Matisse. Et d'ailleurs je vais le prouver en faisant le bordel. » Une américaine me dit « Mais le bordel, qu'est-ce que c'est ?» Et donc c'est un endroit où il y a des putes. Provocateur, il veut défier Matisse avec un tableau en rupture à la fois par son thème choisi et son traitement. Il veut ainsi démontrer qu'il est le plus créatif et le plus moderne des deux peintres. Pour son œuvre révolutionnaire, Picasso est inspiré par ce qu'il vient de découvrir au musée du Trocadéro. Y sont exposées des sculptures et des masques nègres. Il est frappé par leur pouvoir magique, les sensations profondes, ancestrales qu'il ressent. Ce qui le bouleverse, c'est la simplicité des formes, leur aspect géométrique. Pablo Picasso s'enferme dans son atelier des mois pour sortir son œuvre monumentale qui écrasera le bonheur de vivre de Matisse. Il y consacre toute son énergie, interdisant à quiconque d'entrer dans son atelier. Et voici l'œuvre, le bordel d'Avignon, comme il l'appelle en souvenir de ses années de débauche. Ce tableau, qui sera rebaptisé les Demoiselles d'Avignon, est aujourd'hui considéré comme le point de départ de l'art moderne. Pour la première fois, un peintre ose rompre totalement avec la vraisemblance, en créant un nouvel univers pictural. Les visages des femmes ressemblent à des masques, poussant encore plus loin le principe ouvert avec le portrait de Gertrude Stein. D'un personnage à l'autre, la représentation diffère. De grands yeux ourlés, un nez de profil sur un visage de face, des traits anguleux, des hachures de couleurs ou des proportions volontairement niées. Le désir et la mort semblent ainsi se confondre. Le tableau fait scandale, Matisse déteste. Mais pourtant Picasso vient d'ouvrir une voie, celle du plus important mouvement artistique du XXe siècle, le cubisme. Les collectionneurs vont bientôt s'arracher ses chefs-d'œuvre. Son père meurt quelques années plus tard, en 1913, juste avant que son fils fasse fortune avec ses pinceaux et devienne le peintre le plus célèbre du XXe siècle.